Alors, on va aller dans un navigateur web et on va aller chercher des images. On va commencer par là, parce que figurez-vous que des images, les manipuler dans InDesign, on croirait que c'est facile, ben en fait non. D'ailleurs, vous avez plein de personnes qui connaissent Photoshop et qui se sont dit, tiens, je vais faire une mise en page dans InDesign. Je vais essayer. Et alors, c'est la cata. Parce que dès qu'ils commencent à amener une image et à essayer de la manipuler, ils comprennent pas, ils comprennent même pas comment l'agrandir. Et donc, évidemment, c'est le scandale. InDesign, c'est pourri. InDesign bug, etc. Vous savez qu'en général, ce qu'on dit, c'est que les bugs se situent entre l'écran et le dossier de la chaise. Ce sont des gros bugs. Habillés avec un jeans et un t-shirt en général. C'est ce qu'on dit. C'est que en fait, les logiciels ne sont pas si buggés que ça. C'est juste les gens qui ne savent pas les utiliser. Et donc, on va apprendre déjà ça ici. Donc, je vais aller dans Google. Voyons un peu. Comment est-ce qu'on écrit lézard en anglais? Lizard, c'est ça? On dirait. Hein. Je vais utiliser les mots en anglais. Parce que quand même, sur le web, il y a plus d'anglais que de français. Vous pouvez prendre autre chose. C'est juste un exemple. Si vous aimez les dauphins ou je ne sais quoi, vous mettez autre chose que ça. Je vais dans la partie images de Google. Alors, les images qu'on voit là, déjà, est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Pas sûr. C'est quoi une image de bonne qualité? C'est une image qui, au niveau des gradations, au niveau de la qualité de la capture des couleurs, c'est bon, mais aussi au niveau du nombre de pixels. Et il y a aussi le fait, est-ce que je peux utiliser les images que je vois là? Ben non, pas nécessairement. Il y a des droits d'auteur. C'est pas parce qu'on les voit sur le web qu'on peut les utiliser comme on veut. Donc, on va d'abord résoudre le problème du droit d'auteur. Vous aurez un cours de droit d'auteur, où vous aurez plein d'infos, des exercices à faire aussi, des simulations, des situations avec le professeur de droit d'auteur. Donc je ne vais pas ici remplacer le professeur de droit d'auteur, bien sûr, et vous expliquer plein de choses sur le droit d'auteur. On va juste voir comment trouver rapidement des images dont on est sûr qu'on peut les utiliser sur le web, même pour des fins commerciales, c'est-à-dire si vous faites un flyer avec des images trouvées sur le web, être certain que vous n'aurez pas de problème avec les auteurs. C'est complexe le droit d'auteur. Par exemple, il y a plein de gens qui font des flyers et ils mettent l'image de l'atomium dessus. Vous voyez ce gros truc avec des boules à Bruxelles? C'est interdit, sans l'autorisation de la SBL. Si la SBL, donc la loi 1905 pour les Français, là, s'ils tombent sur vos flyers avec des images de l'atomium dessus, même dessinées, ou même des photos que vous avez prises vous-même, ils sont en droit de vous demander de payer une amende ou de détruire vos flyers. Donc attention, et ce que je viens de citer pour le truc à boules de Bruxelles est valable pour plein de trucs. Des architectures, plein de choses dont on ne soupçonnerait pas qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'image. Donc c'est complexe. Alors, il y a deux manières de trouver des images qu'on a le droit d'utiliser, même pour des fins commerciales. C'est première méthode, outil de recherche, ici. Alors, dans les outils de recherche, vous avez les droits d'usage. C'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Et là, vous avez réutilisation autorisée, même à des fins commerciales, et réutilisation et modification autorisée, donc même à des fins commerciales. Ok, on va prendre ça, réutilisation et modification autorisée. Et ça filtre, c'est-à-dire que les résultats, il y a moins de résultats. Ça ne vous montre plus que les images que vous avez le droit d'utiliser et de modifier, sans devoir rendre compte à qui que ce soit. Quand vous survolez, vous voyez qu'il y a certaines images qui viennent de Wikipédia. Quand vous voyez qu'il est inscrit Wikimedia, c'est la même chose. Ça, on est certain, quand c'est du Wikipédia, que c'est du domaine public. C'est-à-dire que ce sont des anciennes images sur lesquelles il n'y a plus de droit d'auteur parce qu'elles sont vieilles. Ceci dit,
les vieilles images, ça peut être très valable, parce qu'en fait, figurez-vous que il y a 60 ans et plus, on faisait des photos nickel parfois, avec des très bons appareils, avec, du papier, avec de la précision. Donc ça ne veut pas dire pourri nécessairement, des vieilles photos. Ou alors c'est des photos que l'utilisateur, le créateur, je veux dire, le créateur de la photo a donné la photo à l'humanité. Il a dit dès le départ, tiens, c'est du domaine public. Tout le monde peut l'utiliser et la modifier. Je ne veux pas avoir de droit d'auteur. Donc il y a des gens comme ça. Et c'est bien. Ok. Alors, ça c'est une des manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser et de modifier. L'autre manière, c'est de mettre entre guillemets public, domaine, mais à ce moment-là, je vais désactiver le filtrage par licence et ne rechercher. Voilà. Ok. Je vais redémarrer ça. Public domaine. Donc, si j'indique public domaine entre guillemets, orthographié comme ça, et je désactive alors les droits d'usage parce que ça me filtre déjà les résultats. Donc ça devrait me montrer des images du domaine public. Il faudra quand même aller vérifier sur chaque site qui contient l'image quels sont réellement les droits d'utilisation, parce qu'il y a des petits malins qui mettent des images protégées par les droits d'auteur sur des sites en indiquant « Not in public domain ». Et alors, forcément, Google ne fait pas la différence, et quand vous faites une recherche comme ça, il vous la montre. Parce que le mot public domain se trouve sur le site. Vous comprenez ? Donc, il faut toujours vérifier les droits d'utilisation, en allant vraiment voir sur le site. Ok. Donc, faites l'un ou l'autre, peu importe, mais pas les deux en même temps. Ça fait double emploi. Donc pas ça et ça en même temps, pas réutilisation et modification autorisée et en plus indiquer public domaine. Non, ça ferait double emploi. Bien. Alors, vous voyez que quand on survole les images, il y a une indication de la précision de l'image qui est là. On va demander que ça s'affiche en permanence, donc dans plus d'outils, je vais demander afficher les tailles. Et là, en permanence, sur toutes les vignettes, j'ai les tailles qui sont visibles. D'accord. Donc, cette taille, c'est ce qu'on appelle la résolution. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Vous avez tort parce que c'est faux. Ce n'est absolument pas la résolution. Tu veux dire que ceci est le nombre de pixels par pouce? Absolument pas. Parce que le nombre de pixels par pouce, c'est la résolution. Et ceci n'est pas la résolution. C'est ce qu'on appelle la définition. Combien de pixels compose l'image, en largeur et en hauteur? À quel point elle est précise? La définition de l'image. La résolution, c'est autre chose. Ça indique le nombre de pixels par pouce, justement, tu l'as dit, qui sont utilisés quand on imprime sur le papier. Mais ici, c'est des images numériques qui sont composées de pixels, elles sont sur le web. Il n'y a pas de papier, on ne parle pas d'imprimer. Elles sont composées d'un certain nombre de pixels. La définition de l'image, il y a des images qui ont une meilleure définition que d'autres. Ok, alors, voyons un peu. Par exemple, celle-là. Celle-là, ça va être un cas difficile. Évidemment, j'ai pris un sujet où il n'y a pas énormément d'images. C'est pas génial, mais bon, voyons celle-là. Vous avez des appareils photo. Enfin, vous avez certainement un appareil photo
Déjà sur votre smartphone, vous avez peut-être un appareil photo, certainement. Et vous savez que la qualité du capteur, on détermine ça en mégapixels. Le mégapixel, qu'est-ce que c'est un mégapixel? Personne ne sait? 1 million de pixels, bien, c'est la 3e classe à laquelle je donne le cours, c'est la première fois qu'on me répond correctement. Un mégapixel, c'est 1 million de pixels. Combien de mégapixels fait cette image ici? À peu près. Bon, vous arrondissez en fait, hein. À la place des 1920, vous mettez 2000. À la place de 977, vous mettez 1000. 2000 fois 1000, ça fait combien de millions? 2000 fois 1000, ça fait 2 millions. Donc c'est une image 2 mégapixels. Comme ça, vous pouvez comparer par rapport aux qualités que vous obtenez avec vos appareils photo smartphone quand vous les faites fonctionner plein pot. Vous avez un appareil photo sur votre smartphone, il est 8 mégapixels. Vous voyez à peu près la qualité de cette image par rapport à ce que vous avez comme qualité de vos photos que vous prenez avec votre smartphone. Maintenant, il faut faire attention, le nombre de mégapixels d'une photo n'est pas le seul critère de qualité de la photo. Bon. Il y a les réglages, oui, oui, l'ouverture. En fait, il y a la qualité de l'objectif surtout. Qualité de l'objectif et du capteur. Si vous prenez un appareil photo d'il y a une dizaine d'années, il est 6 mégapixels, ces photos seront sans doute de meilleure qualité qu'un appareil photo compact, pas cher, d'aujourd'hui, dont le capteur est 20 mégapixels. Pourtant, il y a plus de pixels dans l'appareil nouveau, mais l'optique et la qualité du capteur est peut-être moins bonne. La qualité de l'électronique et du filtrage aussi. Traitement d'image. Donc, attention à ça, c'est piégeux. Le nombre de mégapixels n'est pas le seul critère pour savoir si une photo est de qualité. Il y a bien sûr aussi la qualité du photographe qui prend la photo avec un certain cadrage. Tu as parlé d'ouverture. Est-ce qu'il a mis de la profondeur de champ? Quelle est la profondeur de champ? Est-ce qu'il y a du flou à l'arrière ou pas? Est-ce que c'est bien d'avoir du flou à l'arrière? Est-ce que ça fait ressortir le sujet ou pas? Enfin, plein de critères plutôt esthétiques à ce moment-là. Il y a aussi sur le web des images qui étaient un peu pourries au départ. Elles ont été artificiellement agrandies dans Photoshop et il y a artificiellement plus de pixels qu'au départ. Et évidemment, on a des photos floues. Ça ne se voit pas ici parce que c'est des petites vignettes, mais il est possible que vous voyez des images avec beaucoup de mégapixels là dans Google et quand vous les ouvrez réellement, elles sont floues parce que c'est un agrandissement dans Photoshop. Ou peut-être parce qu'au moment de la prise de vue, c'était flou aussi. Enfin voilà. Alors, je vais ici aller chercher des images. Je vais tenter d'aller chercher quelques images. Ah oui, d'abord, avant ça, on va demander d'avoir des images de meilleure qualité uniquement. Dans le menu ici, taille, vous allez demander supérieur à, par exemple, 4 mégapixels. Et vous n'avez plus que des images qui font minimum 4 mégapixels, 4 millions de pixels qui composent l'image. Bien. Donc je vais prendre des images en faisant un contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac. Comme ça, ça envoie l'image dans un nouvel onglet. Je vais tenter de cliquer sur afficher l'image, mais si ça ne m'affiche pas l'image réellement, j'abandonne ici, je ne vais pas chipoter, parce que parfois ça nous amène vers le site web quand on clique sur afficher l'image. Ici, ça a l'air d'aller. Vous voyez que quand on zoome, l'image est quand même de qualité. Ok. Je vais prendre des images vives, avec des couleurs vives de préférence. Si vous arrivez à en trouver. Donc faites des contrôles-clics, comme ça vous ne quittez pas votre page de résultats. Alors prenez des photos, prenez pas des dessins avec du blanc autour, sinon ça va nous ennuyer. Prenez vraiment des photos.
Donc il s'agit de photos RVB, c'est-à-dire que les couleurs sont créées par mélange de 3 lumières, rouge, vert, bleu. Toutes les couleurs que votre écran est capable d'afficher, ben, elles peuvent potentiellement se trouver dans ces photos, parce que votre écran, il fonctionne aussi en RVB. Donc le codage de la couleur dans les photos ici, c'est RVB. Le capteur de l'appareil photo est RVB. L'écran qui affiche la photo est RVB. On est donc dans le système de la synthèse additive. On crée les couleurs en mélangeant des lumières de base rouge, vert, bleu en différentes quantités et ça crée plein d'autres couleurs, y compris des couleurs très vives. Alors une fois que vos photos ont été complètement téléchargées dans le navigateur, vous allez faire un clic droit dessus, enregistrer l'image sous, et vous allez les enregistrer dans votre dossier. Ok, je vais aller voir. Voilà, donc dans le dossier, j'ai bien les images qui sont là. Alors, ce sont des images au format JPEG. Donc le format, c'est la manière d'enregistrer l'image sur le disque dur, en fait. Hein. C'est l'organisation des données du fichier et le format, vous connaissez. C'est un format JPEG. C'est un format de sortie, c'est un format final. C'est-à-dire que normalement, on ne travaille pas des photos JPEG. Quand on a travaillé nos photos prises avec l'appareil photo, on les exporte en JPEG avec Photoshop pour les utiliser sur un site web ou quelque part. Mais ce n'est pas un format de travail, c'est un format de sortie final. Nous, on court-circuite un peu la chose. On va malgré tout utiliser des JPEG parce qu'on n'a pas le choix. On voulait des photos de lézards. Comme on n'a pas organisé aujourd'hui une sortie au zoo d'Anvers pour aller photographier des lézards, on est obligé d'aller sur Google prendre des photos de lézards. Enfin, ou d'autres choses si vous avez choisi autre chose. Hein. Donc, vous allez voir ça au cours de photos. Quand vous prenez des photos, il vaut mieux prendre des photos RAW, c'est-à-dire des photos brutes. Tout ce que l'appareil photo, tout ce que le capteur est capable de voir, entre guillemets, va être intégré dans un fichier qu'on appelle un fichier brut. R-A-W, RAW, c'est ça que ça veut dire, c'est un fichier brut. Et après, avec un logiciel comme Photoshop ou Lightroom, on fait ce qu'on appelle le développement photo, on sélectionne les bonnes couleurs, on fait ressortir les bonnes couleurs, on fait du développement photo numérique. Et puis on exporte en JPEG pour éventuellement une sortie pour un site web. C'est ça le principe. Vous connaissez la révolution d'il y a une semaine là maintenant? Vous n'avez pas vu ça? Avec pour ceux qui ont des iPhones. Je fais pas la pub des iPhones, vous pouvez prendre de l'Android si vous voulez. Non, pas l'absence de la prise jack. Le fait que maintenant on peut prendre des photos en RAW avec les iPhones. Ça c'est nouveau, c'est tout récent. Comme avec les appareils photo reflex haut de gamme, on sait maintenant faire des photos RAW. Bon, il y avait déjà une espèce de RAW interne, enfin pas vraiment de RAW, de HDR, qui est un peu similaire interne, mais là c'est vraiment du RAW. Donc on peut récupérer dans Lightroom des photos prises avec un iPhone et les retravailler plus sérieusement qu'avant. Lightroom, c'est un logiciel d'Adobe pour faire du développement RAW, du développement photo. Mais on peut le faire aussi avec Photoshop, il y a un module intégré, un peu plus simple que Lightroom, et forcément moins bon, mais plus simple. C'est un choix, l'un ou l'autre. Vous choisissez ce qui vous intéresse pour développer vos photos. Bon, ben, tout ça c'était à propos du format JPEG pour dire que bon, c'est des images JPEG, c'est pas l'idéal, il y a de la compression visible. Un peu comme le MP3, vous avez le format musique MP3 qui a moins de détails que les autres formats plus haut de gamme pour l'audio. Ben, c'est le même principe pour les images, il y a du détail qui a disparu. Bien.
Alors on va aller dans InDesign et on va importer une image.